Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation ANSYS Discovery Simulation. Je vais vous dire quelques mots sur l'éditeur ANSYS qui, depuis 50 ans, développe et met à disposition du marché industriel des outils de calcul et de simulation. Il est leader dans ce domaine-là avec une très forte progression, une très forte croissance. En effet, cette société ANSYS est focus sur le développement d'outils de simulation et est très à l'écoute de sa base client, et ceci en permanence, qui permet de remonter toutes les demandes des clients et de faire progresser les outils vers une utilisation optimale. Aujourd'hui, quelques mots sur l'état de l'art de la simulation. La simulation aujourd'hui, c'est un constat, n'est utilisée que par des spécialistes, et cela plutôt tardivement dans le cycle de développement. Beaucoup d'ingénieurs au quotidien souhaiteraient être autonomes pour valider eux-mêmes leur conception et ne pas être dépendants de ces fameux spécialistes calcul. Cela s'explique par la complexité des outils actuels, qui nécessitent par exemple une préparation de géométrie importante et des temps de calcul plutôt assez longs, des outils avec un apprentissage assez long. Ce qui fait que cet outil n'est pas aujourd'hui encore suffisamment à la portée de tous. Les problématiques d'utiliser la simulation fin de cycle sont multiples. En effet, cela ralentit les temps de développement, dû à de nombreuses interactions justement entre les designers et les analystes, et ça engendre aussi également des coûts très importants lors de la modification en fin de cycle. En effet, l'idée est de permettre la simulation à tous afin que celle-ci soit utilisée très tôt, dès le début de la conception, et qu'elle guide le concepteur afin de faire rapidement le meilleur choix technologique. En face de ces problématiques, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Eh bien, la solution, on va voir sur le prochain slide, c'est Discovery. Discovery est utilisé dans une même interface novatrice, puisque ça regroupe à la fois une technologie de modélisation directe, qui permet une modélisation simple, rapide et flexible, et cela même sur des fichiers, que ce soit des fichiers natifs, neutres, ou tels que des fichiers parasolides, STEP ou autres types de fichiers. L'autre point déterminant, c'est le solver GPU, donc un solver qui est basé sur la carte graphique. Celui-ci permet de réaliser des simulations en temps réel, et cela sur des géométries détaillées et complexes. Cela permet aussi de réaliser une multitude de simulations en un temps record, et donc d'explorer les designs en un temps record par la même occasion. Pour finir, il est aussi possible de réaliser une simulation de haute fidélité grâce au solver ANSYS, Fluent pour la partie fluide ou Mechanical pour la partie structure. Et cela sans changer d'interface et sans réappliquer la mise en données, ce qui est extrêmement important justement pour les temps de calcul et les résultats qu'on souhaite avoir. Sur la prochaine slide, on va voir que les conclusions sont simples, vous les aurez compris, les avantages sont clairs. C'est une autonomie des ingénieurs, ils ne sont plus dépendants des calculs des analystes et des calculateurs, des coûts d'études réduits, car la phase de vérification d'analyse est très tôt activée dans la phase de conception, et donc rapidement les bons choix technologiques sont faits. Et enfin, la conséquence de tout ça, c'est une mise sur le marché d'un produit plus rapide, avec donc un prix de revient, un coût d'études et de recherche et de développement beaucoup plus court et beaucoup moins onéreux. Sur le prochain slide, nous verrons que Discovery dispose d'outils spécifiques pour préparer la géométrie à la simulation. On est capable d'extraire les surfaces moyennes, des volumes fluides, la surpression des congés, de petites surfaces se réalisent en un temps record grâce à des outils dédiés. Aussi, l'utilisation du solver GPU, et donc d'obtenir des résultats en temps réel, permet de réduire considérablement le temps de simulation, qui est parfois long, et celle réalisée sur des solvers traditionnels qui eux-mêmes ont justement des temps de calcul plutôt très longs. Enfin, si on regarde globalement la gamme de produits sur le prochain slide, on a différents calculs physiques pris en compte par Discovery à ce jour. On y retrouve la partie structure, avec des pièces, des assemblages, avec gestion de contact, ou calcul de fréquence, etc. De l'optimisation topologique pour réduire la masse des éléments, la partie fluide, qui peut être interne ou externe, des calculs thermiques également. Il est possible de combiner des physiques entre eux, par exemple fluide et thermique. Et pour finir, des calculs électromagnétiques. Donc vous voyez que cette gamme est plutôt large, un spectre plutôt large. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire, quelques mots sur l'éditeur et la gamme de produits, la philosophie et comment ce produit est positionné. Maintenant, je vais laisser la main à Guillaume qui va vous présenter le premier cas d'étude étudié aujourd'hui qui portera sur une étude de calcul de structure.
Oui, merci Franck pour cette introduction. Alors j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Peut-être juste avant de démarrer là sur cet exemple-là, juste pour vous montrer on dispose d'une belle interopérabilité au sein de Discovery. On va être en capacité d'ouvrir beaucoup de formats de fichiers, donc du natif comme Katia, Creo, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, mais également des formats neutres tels que du step, du parasolid, du format JT, et tous ces fichiers-là, on sera en mesure de les modifier en temps réel grâce à la modélisation directe qu'offre Discovery, et notamment les outils tirer, déplacer, combler qu'on utilise beaucoup pour de la modification. Donc ce fichier est un fichier importé. On récupère la structure initiale de l'assemblage sur la partie gauche de l'écran, qu'on va d'ailleurs masquer ici, et puis je vais exclure de la simulation une partie. Et nous, on va se focaliser sur la partie support, finalement, et on va voir comment celui-ci se comporte sous l'effet du poids et de la force du moteur qui est appliquée, de voir comment les contraintes se répartissent et comment cet élément se déforme. Juste très brièvement, tirer, déplacer, combler, on le verra par la suite, mais tirer me permet de modifier de la géométrie. Donc tout simplement en sélectionnant la surface, on va être en capacité de la modifier, d'ajouter de la matière, de changer des rayons, de venir sélectionner des arêtes pour y placer des congés ou des chanfreins. Donc on peut modifier très facilement la géométrie. On peut aussi, grâce à la fonction déplacer des perçages par exemple, ou combler, supprimer des parties. Je reviens juste en arrière, on va conserver tout ça et on va passer sur la partie simulation ici pour réaliser donc notre calcul. Ce qui est important de voir, c'est qu'on est pour l'instant dans le mode Explore, donc on va utiliser la carte graphique euh, pour venir faire la simulation. Donc c'est une voxelisation qui se fait, c'est pas directement un maillage à proprement parler. C'est ce qui permet d'aller vraiment très vite. Donc ça va être le solver GPU qu'on va utiliser là pour venir itérer, explorer un petit peu différents designs lors de la simulation. Pour la mise en données, c'est très simple. En Discovery, on commence par y appliquer la matière. Donc, on a une par défaut qui est précisée ici, qui est de l'acier. C'est celle-ci qu'on va laisser dans cet exemple, juste pour montrer qu'on peut spécifier, sélectionner une pièce ou plusieurs et venir choisir dans notre base de données différentes matières existantes. Et on peut aussi modifier une matière prédéfinie en lui modifiant certains paramètres comme la limite élastique, des coefficients de poisson et autres. Et on peut sauvegarder ça dans notre bibliothèque pour la réutiliser par la suite. Là, on va rester donc en acier et puis on va maintenant appliquer ici le support. Alors ces supports peuvent être fixes, ils peuvent être glissants, articulés. Il y a différents types de supports. Lors de vos essais, si vous avez le moindre doute, vous appuyez sur la touche F1. Donc on a une aide en ligne qui est vraiment euh, bien utile et qui permet, pendant que vous êtes au-dessus de la géométrie en train de travailler, de pouvoir avoir des informations plus détaillées sur, par exemple, l'application de force, l'application de pression, etc., pour ressortir tout simplement F1 pour revenir sur votre modèle. Donc là, on va mettre une articulation donc entre ces deux surfaces cylindriques. On en rajoute là et une troisième à cet endroit-là. Donc à partir de ce moment-là, on peut regarder, Discovery nous a automatiquement choisi le type de simulation, donc il va être une simulation dite structurelle en fonction du support qu'on a appliqué. Et on retrouve l'arborescence physique à cet endroit-là, où on a l'acier, le calcul structurel et les différents éléments. On retrouve des connexions automatiques entre les pièces qui par défaut sont solidaires, donc totalement liées. C'est quelque chose sur lequel on peut agir pour autoriser éventuellement des glissements, voire des décollements. Il nous reste, alors on peut pas cliquer sur le bouton résoudre, qui est ce petit bouton là, parce qu'il nous manque, il nous aide aussi dans la mise en données, l'application d'un chargement. Alors ce chargement, c'est le moteur est connecté par l'intermédiaire de biellettes par exemple sur ces différentes faces. Et ces faces-là, il y en a d'autres derrière, donc pour gagner un petit peu de temps, je demande à nos outils de sélection automatique de prendre par exemple toutes les surfaces qui sont coaxiales
Et je vais rajouter encore celle-ci. J'avais oublié de sélectionner. Et puis, ces surfaces-là, on va leur appliquer une force. Alors, si jamais il y a des sélections plus complexes à faire, un outil pratique de sélection ici sur lequel on va pouvoir conserver certaines sélections et dire, par exemple, ça c'est l'application pour la partie force. Mais ça, si jamais on clique dans l'espace vide, on peut très vite y retourner et se créer différents cas de chargement ici, ou des sélections qui permettent des cas de chargement futurs. Donc ça va être une force qui peut être totale, sur laquelle on peut venir aussi diriger lui donner la direction qu'elle est appliquée. On peut aussi utiliser les composantes. C'est le moteur euh, applique un effort dans la direction X négatif. Ici, on va pouvoir le spécifier de la sorte. Et aussi préciser, comme c'est une masse à distance, le centre de gravité du moteur qui est à 1850 ici. Juste pour vous remontrer, hein, le moteur il est ici et puis donc connecté par l'intermédiaire ici de ces différents supports. Et le centre de gravité étant ici, on va le considérer en tant que masse à distance. Voilà, il nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton résoudre et on obtient les résultats quasiment en temps réel. On a un petit liseré blanc ici qui parcourt l'hexagone. Là, une fois qu'il a fini, c'est qu'il a déjà convergé. Là, on y est quasiment. Là, c'est fini. Là, on va pouvoir post-traiter et visualiser dans un premier temps les déplacements qui sont exprimés pour l'instant en centimètres. Ça, c'est modifiable. On peut choisir les millimètres si on préfère. Alors, bien entendu, c'est exagéré, hein. C'est quelque chose que l'on peut gérer pour voir la déformation réelle, donc là qui est vraiment très très petite, ou pas du tout de déformation, ou exagéré pour bien se rendre compte de voir si la mise en donnée était la bonne. On peut aussi visualiser les contraintes qui s'appliquent. Alors de temps en temps, si on voit pas forcément où est-ce qu'elles se situent, on peut intensifier en modifiant ici la légende et se dire que c'est vraiment cette partie-là qui est sollicitée. Alors attention, le rouge, ça veut pas forcément dire que ça casse, hein, mais ça va être l'endroit où on aura les contraintes les plus importantes. On va pouvoir les visualiser aussi plutôt sous forme de bande pour avoir une meilleure visibilité. Alors peut-être des fois un peu moins esthétique, mais on voit mieux la répartition des contraintes. Ça c'est selon les habitudes et les goûts de chacun. Et on peut revenir tel quel avant d'avoir modifié les valeurs. Donc, si on a envie de retravailler cette partie-là, alors plusieurs possibilités. Quand c'est des grosses modifs, ce qui est intéressant, c'est de mettre juste en pause tout ce qui est animation, voire même d'enlever les couleurs pour avoir plus de facilité pour venir sélectionner les géométries. On peut le faire aussi sans. Donc si par exemple j'aimerais venir épaissir cette partie-là, on peut lui demander aussi de sélectionner la face arrière ici, et puis lui demander de sélectionner ensuite toutes les faces confondues si on veut épaissir tout le monde et rajouter par exemple 5 mm à cet endroit-là et venir prendre le petit rayon ici, ou plutôt l'arête vive et y appliquer un rayon. Toujours avec la commande tirer. Hein. Et là derrière on va pouvoir relancer la simulation et visualiser l'impact des modifications. On a des petits moniteurs ici, là où je vois le coefficient de sécurité actuel qui est somme toute déjà élevé à 16. Et ça c'est l'intention de conception 1 et là le calcul étant fini, on voit que maintenant on a gagné en coefficient de sécurité. Hein. Donc les contraintes sont toujours situées dans cette partie-là, peut-être plus liées maintenant dans le congé ici, on l'arrondit, mais pour l'instant c'est vraiment cette partie-là sur laquelle il faudrait que l'on travaille. Donc s'il y a d'autres, je laisse cette fois-ci la solution calculée en temps réel. Hein. On pourrait venir ajouter d'autres choses telles que des accélérations, hein, si on aimerait ajouter une accélération sur la totalité des géométries, et de lui dire, par exemple, sur ces trois cordes, pas en X, mais on va mettre quelque chose en Y, on va mettre ici 3G par exemple d'accélération, et le calcul se remet en route. Et puis là, donc du coup, là, ces forces sont combinées. Hein. Il y a une accélération plus l'effet de la masse à distance. Et là, on voit que beaucoup plus de parties là sont maintenant en rouge. Et le coefficient de sécurité baisse. Là, par contre, on va peut-être remonter légèrement
pour voir que c'est vraiment ces parties-là qui posent davantage le souci. Donc les parties ici qu'il faudrait peut-être diminuer, quoi qu'on a toujours un coefficient de sécurité intéressant, et les parties l'approche du perçage. Donc on pourrait comme ça explorer notre concept en rajoutant des matières, peut-être changer des types de contacts, parce que là pour l'instant on a supposé que ces contacts étaient totalement solidaires, mais c'est des contacts sur lesquels on peut travailler et qu'on peut venir mettre en glissant. Alors soit sur la totalité des contacts, mais ça peut aussi venir se faire sur un contact en particulier et venir exclure les autres. On peut venir sur ces contacts, par exemple, venir décider que une fois que je l'ai converti en glissant, c'est de lui dire, est-ce qu'il est idéalisé ou frictionnel pour autoriser des décollements. Donc on peut aller assez loin dans la gestion des contacts, j'ai même avec le solver GPU, donc qui permet de l'exploration. Donc on peut aussi au niveau du post-traitement venir par exemple appliquer des moniteurs et venir surveiller des parties en particulier, comme quelle serait la contrainte maxi sur une face en particulier, maxi ou moyenne, et puis venir donc vérifier, de voir quelle est la contrainte maxi qui s'opère uniquement sur cette phase. Donc là je vais relancer la simulation pour la calculer, on aurait peut-être dû le mettre auparavant. Donc différents moniteurs que l'on peut mettre et que l'on peut venir exporter par la suite. Alors une fois qu'on a procédé à toutes ces explorations et qu'on a envie maintenant d'aller encore plus loin, de valider le résultat, on peut utiliser les solveurs de haute fidélité de ANSYS dans la même interface, sans changer quoi que ce soit à la mise en données. On pourrait uniquement cliquer sur le bouton résoudre, et là derrière le logiciel va se mettre à faire un maillage et après utiliser les solvers mécanicals pour la partie structurelle, Fluent pour la partie fluidique, et obtenir alors des résultats vraiment dits de haute fidélité. Ce qu'on peut régler juste avant de cliquer sur le bouton résoudre, c'est de mettre des contrôles de maillage. Donc justement, on a quelques doutes sur cette partie-là. On va venir sélectionner ici les faces sur lesquelles on aimerait avoir davantage de précision et mettre par exemple une taille de maille de 3 mm. Et on pourrait faire la même chose avec peut-être davantage de précision sur ces parties-là en mettant ici 2 mm. On va pouvoir affiner les parties, on va dire critiques, ou en tout cas celles qui nous intéressent, et venir lancer le bouton résoudre. Pour des personnes qui sont un peu plus spécialistes en maillage, elles peuvent venir déterminer comment il va se faire. Sinon par défaut, en fait, il va venir automatiser le maillage, mettre des mailles plus petites dans les parties convexes. Et sinon, vous pouvez aussi décider est-ce que c'est que de la courbure, de la proximité ou de la courbure et de proximité. Ce qui aurait été ce cas le défaut dans ce cas-là. Et alors là, comme le calcul va durer 5 à 10 minutes, je vais charger le résultat déjà calculé auparavant. Et voici ce qu'on obtient. Donc le maillage ici, par défaut, on a simplement mis le contrôle qu'on a mis précédemment. On voit qu'il est quand même plutôt bien détaillé de manière automatique dans ces parties-là, et aussi avec un raffinement de l'ordre de 5 mm sur l'épaisseur. Et alors ce qu'on perd, je dirais, en rapidité, mais on le gagne en précision, et on va pouvoir donc valider l'exploration de nos concepts qu'on aurait fait avec le solver GPU grâce au solver de haute fidélité qu'on a dans la partie Refine. Voilà pour cette première partie. On va repasser sur le PowerPoint et regarder le cas suivant. Pour le deuxième exemple, on va continuer sur un cas structurel, l'objectif étant de réduire la masse du support là, que l'on voit ici, et qui fait partie d'un système pneumatique de freinage. Pour cela, on va utiliser l'optimisation topologique, technique qui va nous permettre de trouver la forme idéale, cela en fonction
des efforts appliqués et des objectifs souhaités, tout en prenant compte des contraintes de fabrication. Voici le fichier qu'on va souhaiter optimiser, là donc le support. Et avant de passer directement à l'optimisation, on va lui faire une simulation structurelle pour voir comment celui-ci se comporte. Donc on va simuler uniquement cette pièce-là et on va masquer les autres. Concernant la mise en données, on va venir appliquer donc cet élément va être totalement bloqué ici. Puis on va profiter de la sélection automatique de Discovery pour sélectionner tous les perçages équivalents et considérer qu'ici on est totalement fixe. Pour la force, on va faire de même, on va sélectionner cette géométrie, on va prendre tous les cylindres de face identiques, et par contre on est également connecté ici. Et là on va utiliser les composantes de force, donc on est en Z négatif ou Y aussi, on va mettre peut-être du 600. En Z on va partir sur moins 800 et pareil c'est une masse à distance, donc on va partir sur du 0, 0, 0 qui va être le centre, on va considérer que c'est le centre de gravité à laquelle est appliquée la force. Voilà, on reste sur de l'acier, on a notre arborescence physique qui nous donne les différentes conditions appliquées et puis on n'a plus qu'à lancer la simulation et le calcul est déjà réalisé grâce au mode Explore, donc au solver GPU qui nous donne les résultats quasiment en temps réel. Donc la déformation correspond à celle attendue. Donc on est ici en centimètres, on va basculer plutôt en millimètres, donc on voit très très peu de déformation. Les contraintes, pareil, pas beaucoup de zones très sollicitées. Alors bon, on peut marquer un petit peu et venir visualiser les zones qui seraient les plus sollicitées. On va revenir dans la configuration de base et on voit ici que le coefficient de sécurité de 105 est largement surdimensionné. On fait une pause sur la simulation et on va pouvoir lancer l'optimisation. Alors c'est facultatif, mais par exemple ce fichier pourrait être soumis à plusieurs cas de chargement. Donc ça c'est des choses que l'on peut faire varier dans Discovery. Si par exemple je décide que ça devient un paramètre, je peux l'avoir dans la liste ici des paramètres et créer ici différents cas tests. Et ces cas tests, donc le premier, on peut les renommer, bon, c'est tel quel, on arrête ces éléments, on va mettre 1000 en X et 0 ici, et puis un cas latéral inversé, donc là on va mettre moins 1000, et on va laisser en Y et en Z 0. Donc là on a en fait trois cas différents de chargement, une force orientée en YZ et sinon des cas de chargement uniquement latéral, côté gauche, côté droit. Et ceci étant fait, on va rajouter l'optimisation topologique ici. Et là, automatiquement, il va nous définir ici des zones qui vont être protégées. Donc on peut modifier ce paramètre, je vais mettre 10 mm par exemple, pour que toutes ces parties ici ne soient pas touchées par l'optimisation et qu'on puisse les conserver pour venir fixer la pièce. On va lancer la simulation et on va patienter un petit peu et en même temps on va venir visualiser la masse, voir comment celle-ci va converger. Parce que en fait ce qu'on a demandé, on a plusieurs types de simulations ici dans l'optimisation, c'est qu'on lui a demandé de faire une optimisation en disant qu'on souhaite agrandir la rigidité, donc mais tout en objectif minimisant la masse de 60%. On va partir d'une masse là, qui fait 31 kg, on va faire plusieurs itérations jusqu'à descendre à 60% de réduction de masse, de volume, tout en essayant de faire la pièce la plus résistante qu'il soit. D'autres critères peuvent être utilisés tels que maximiser la rigidité, enfin c'est celle qu'on a vue, mais maximiser la fréquence naturelle, faire un équilibre entre les deux, ou alors inversement, d'agrandir la rigidité, c'est une réduction de volume, de faire la plus légère qu'il soit, tout en ayant une contrainte de facteur de sécurité par exemple.
On peut aussi lui spécifier des contraintes de fabrication pour que la forme obtenue soit guidée lors d'optimisation et qu'elle corresponde à un système de fabrication, peut-être fonderie, injection plastique ou d'usinage, qui vont, par exemple pour la partie fonderie, avoir des formes qui ne seraient pas en contre-dépouille, par exemple. Alors que là, on a tout laissé libre, donc on aurait une forme qui sera plutôt intéressante à réaliser en impression 3D. Donc là, on pourrait laisser continuer. On voit qu'on commence à converger. Là, bon, pour la présentation, je vais m'arrêter ici. Donc on stoppe la simulation. Et donc là, on obtient ici une forme que l'on peut récupérer sous forme de fichier facettisé. Donc un fichier facettisé, c'est un fichier au format STL, par défaut ici, qu'on pourrait venir imprimer en 3D. Alors celui-ci est assez grossier, et on a plusieurs options dans Discovery. La première, c'est déjà de vérifier si l'optimisation qu'on a fait correspond à ce qu'on souhaite, de vérifier son coefficient de sécurité par exemple, de voir les déplacements maxi. Donc on peut refaire une deuxième simulation structurelle uniquement sur la forme optimisée et de vérifier comment celle-ci se comporte. Donc on a un coefficient de sécurité encore très important, donc on aurait pu être un peu plus agressif sur la réduction de volume, de voir les déplacements. Et ce qu'on peut faire également, si le but c'est de faire de l'impression 3D, c'est de faire un lissage au niveau des facettes pour avoir un fichier des transitions beaucoup plus douces. Et comme ceci, on obtient un fichier qui va être directement réalisable en impression 3D, tout en conservant des géométries bien circulaires à ces endroits-là. La dernière option qu'on peut utiliser, c'est de venir convertir, alors soit en sub-D, soit en solide. Le but de ces deux commandes, c'est d'obtenir un fichier non pas facettisé, mais un fichier format birep, un format step, si on veut, qui va nous permettre de le réintégrer dans d'autres logiciels de CAO. Et la technique et la modélisation sub-D hybride qu'offre Discovery, c'est de pouvoir toujours être en mesure de modifier facilement via une modélisation polygonale cette géométrie facilement au sein même de Discovery. Voilà pour la partie optimisation topologique. On retourne sur le PowerPoint pour attaquer la dernière présentation du jour, qui sera un exercice sur la partie fluide. Alors dans ce troisième et dernier exemple, nous allons nous intéresser à une simulation CFD avec comme objectif d'homogénéiser la répartition fluidique de ce conduit de climatisation. Alors voici le fichier sur lequel on va travailler maintenant, qui est un système de ventilation de véhicules. L'idée, c'est de faire une simulation fluidique interne pour voir le comportement du fluide et d'essayer d'harmoniser un petit peu ce qui se passe sur ces différentes sorties. On va devoir commencer pour cela par créer le volume interne, parce que celui-ci n'existe pas. Et Discovery dispose d'outils pour faire ça très rapidement. On va devoir sélectionner l'espace qui délimite le fluide et d'en préparer, donc se servir de la commande volume interne, et s'assurer qu'on a fait la bonne sélection des faces qui délimitent le fluide, ce qui n'est pas encore le cas ici. D'ailleurs, volontairement, je mets de sélectionner la dernière, pour montrer qu'on dispose de commandes qui nous permettent de venir se rendre compte avant validation qu'on a commis une mauvaise sélection, et on peut déterminer grâce à un code couleur quelles seraient les faces à venir sélectionner. Ça c'est pratique pour des cas complexes, pour détecter des fluides ou des petites surfaces qu'on aurait oublié de sélectionner. Donc le volume interne est créé, on le récupère ici dans la structure et on peut commencer la simulation en venant y affecter
grâce à la partie écoulement de fluide ici, la mise en données. Donc on peut mettre des flux, on peut mettre des supports poreux tels comme des filtres, on peut définir des fluides en rotation, mettre des ventilateurs. Là, ça va être un flux classique qui va être s'appliquer sur cette face-là, donc soit sous forme de vitesse, de taux de flux de masse, de pression. On peut aussi spécifier une température si on veut faire du flux thermique. Là pour l'instant, on va pas gérer en compte la température. Et là on spécifie donc 3 entrées ici avec le même taux de flux de masse. Maintenant on s'intéresse à la sortie. Donc une sortie où il n'y a aucune pression en sortie. Donc la partie basse, maintenant la partie arrière haute, la partie basse arrière. On vérifie la mise en données, donc pas de pression en sortie, des flux en entrée, et alors non, c'est pas de l'eau, c'est de l'air. Notre flux est de l'air. On lance la simulation. Comme là on est dans le mode Explore, donc c'est la cartographie, le GPU qui fait le calcul, c'est ultra rapide, on a d'ailleurs déjà la solution. Donc là on visualise ça sous forme de vitesse, on va accentuer un petit peu le code couleur pour voir qu'on a beaucoup de vitesse à cet endroit-là et globalement assez peu là, on pourrait peut-être en mettre davantage pour peut-être mieux voir ce qui se passe. Et donc en bas, on aura moins de vitesse que sur la partie haute, donc là on va devoir travailler un petit peu là-dessus. Et d'autres possibilités, c'est de travailler sous forme de contours pour visualiser. Ça peut aussi être des contours, mais uniquement sur la partie corps. Et là on va voir donc que la partie, on a beaucoup de vitesse, donc ici et là, et inversement, si on descend ça vers le bas, les parties on a le moins, donc on retrouve en fait ici le manque de vitesse. Ça peut être des pressions aussi qu'on regarde, et on peut aussi voir ça sous forme de particules, des particules qui nous permettent de déterminer des zones de turbulence ou de recirculation. On obtient également par défaut tout ce qui est vitesse maxi et chute de pression. Si on est intéressé en particulier par ce qui se passe ici, on va pouvoir le sélectionner, créer des moniteurs avec différentes possibilités des vitesses, des pressions, des débits massifs. Donc ça c'est la partie arrière, donc on va la renommer, ça c'est l'arrière haut, et ça va être l'arrière bas. L'arrière bas, et en termes de valeur, on se rend compte qu'on n'a pas la même chose. Et donc pour ça, on pourrait jouer sur la géométrie, mettre un déflecteur par exemple. Donc pour mettre un déflecteur, il suffit de venir le dessiner dans Discovery, avec par exemple ici une spline qu'on pourrait venir dessiner et venir réaliser la forme grâce à la commande tirer, et venir créer notre déflecteur ici pour voir comment ça se comporte. Donc un clic droit là-dessus, on va mettre le volume dans le contexte et relancer la simulation. Juste le masquer celui-ci. Donc automatiquement le volume fluide est mis à jour. Et là on va regarder si cette modification apporte quelque chose. Donc on voit déjà que le code couleur là a plus de cohérence, là on plus de bleu, enfin les mêmes teintes de bleu. On va attendre que on converge là pour visualiser si on se rapproche en termes de débit massif. C'est toujours en train de converger. Voilà, on arrive à
quelque chose, on se rapproche, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, mais on est plus loin. Donc là, il faudrait peut-être qu'on modifie encore ce détecteur, qu'on l'oriente davantage pour obtenir quelque chose de similaire. Donc ça, c'est une première façon de procéder. Donc on voit qu'on peut itérer, explorer, faire plusieurs calculs quasiment en temps réel. Et ben, une autre chose que je souhaitais vous montrer, c'est la création de variables. Si là, par exemple, l'idée, ce serait de venir avoir les mêmes pressions ici en sortie basse arrière que celle avant. Donc on va aussi rajouter ici un moniteur pour surveiller ce qui se passe à cet endroit-là. Donc là, on est sur un débit massif et ça va être, on va le renommer, on va mettre l'avant bas. Là, pareil, on se rend compte qu'on n'est pas sur quelque chose de similaire. Alors, on peut aussi jouer sur la géométrie, mais on peut aussi jouer sur des éléments d'entrée en disant, bah, tout ça, pour moi, ça peut être des variables. Ces variables, on les retrouve ici, et on peut indiquer, ben, qu'on aimerait, en fait, toutes les prendre en compte et faire plein de combinaisons avec les valeurs de départ qu'on va laisser à 0 et 0,1. En sortie, on va les doubler. Puis on va l'échelonner, non pas avec 11 parce que ce serait un petit peu long. Et on va créer que 3 itérations, donc ça fait 27 variations au total. Et là, on va pouvoir lancer toutes ces simulations et ensuite post-traiter et voir quel serait le meilleur, les meilleurs flux d'entrée pour arriver à quelque chose d'homogène entre les sorties arrière et les sorties avant. Donc là, si je lance la simulation, ça va mettre peut-être 2 ou 3 minutes, même si on utilise le solver GPU, le temps qui converge et qui les crée toutes. Donc on va passer sur un fichier qui a déjà été calculé juste avant. Et en fait, on a déterminé, on a sur les 27 paramètres, on a trouvé que c'était le paramètre avec ces valeurs-là qui étaient les plus intéressantes. Et c'est ce qui nous permet, dans la partie Refine, ensuite, de venir lancer la dernière simulation de validation, tout en ajoutant sur les parties sur lesquelles on a besoin de précision, des contrôles de maillage. Par exemple, sur cette partie-là, on a mis un contrôle de maillage à 2 mm. On est venu affiner le maillage à cet endroit-là. Donc la partie Refine, hein, c'est le solver Fluent qui est derrière en tâche de fond. Donc un solver de haute fidélité. On perd un petit peu en temps de calcul forcément parce que là on est obligé de faire un maillage, mais ce qu'on perd en temps de calcul, on gagne en précision. Et on a d'autres options ici de simulation spécifique au mode Refine sur lequel on va pouvoir choisir quel est le type de maillage que l'on souhaite, quel est le solver qu'on souhaite utiliser, quel est le maillage général qu'on souhaite faire, et localement on va pouvoir spécifier les zones qu'on souhaite surveiller en priorité. Voilà, ici s'achève la présentation. Je repasse la main à Franck pour le récap. Bien, merci Guillaume pour cette présentation. Quelques petits mots de conclusion. Vous avez pu constater que notre produit est plutôt à spectre assez large au niveau des différentes physiques étudiées et proposées. En qualité de revendeur, intégrateur de cette gamme de solutions ANSYS Discovery Simulation, nous pouvons proposer ultérieurement une démonstration sur un cas spécifique de votre entreprise et de vos besoins. On peut aussi, sur une durée précise, vous adresser une version d'évaluation. Et puis enfin, dans le cas d'une offre de prix, sur le module choisi, nous adressons aussi des éléments d'information et de devis sur la partie formation, puisqu'effectivement, le rôle est ce qui va permettre d'avoir une bonne et vraie maîtrise à court terme du produit, c'est la formation que nous dispensons. Bien, nous restons à votre disposition, Guillaume et moi-même. Vous souhaitons une bonne fin de journée.